Thibaut Bizien, bonjour. Bonjour. Thibaut Bizien, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je suis un jeune Calédonien de 34 ans et je suis le cofondateur d'une association environnementale qui s'appelle Calédocline, qui a pour objectif de nettoyer et de dépolluer l'environnement calédonien et aussi de reboiser les forêts qui ont été très fortement dégradées par les activités humaines ces dernières années. Donc, mais de manière générale, qui milite pour l'écologie et sensibiliser les gens à l'éco-citoyenneté pour créer du lien en se servant de l'environnement comme socle commun. Et puis voilà, je suis aussi acteur associatif dans d'autres assos également, comme la Fédération des œuvres laïques ou SOS Mangrove. Calédocline, ça représente... Depuis combien de temps ça existe? L'association Calédocline, ça fait 12 ans qu'elle existe. On a fêté nos 12 ans le 11 mai de cette année. Un anniversaire qu'on n'a pas pu célébrer longtemps et qu'on n'a même pas pu communiquer du coup, mais qu'on a bien fêté en plantant 2000 arbres, donc on est content quand même. C'était notre dernière plantation de cette année et ça fait 12 ans et en 12 ans on a planté 150 000 arbres et on a sorti 1000 tonnes de déchets de l'environnement, c'est-à-dire 1 million de kilos de déchets qu'on a sortis des mangroves, des plages, des îlots, mais aussi des squats, des quartiers, des tribus. C'est un projet associatif qui m'a beaucoup fait découvrir mon pays, clairement, et dont on est très fier aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dedans, dont des furieux, mais voilà, des gens qui passent et qui sont en soutien et ça fait bien plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu depuis le début des violences? Moi, si je dois expliquer ce que je vis, c'est un effondrement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a un niveau de violence jusqu'alors jamais vu, surtout pour nous, les jeunes désaccords, quoi, qui est arrivé et qui nous a complètement surpris, dépités, et puis surtout qui remet tout en question. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de projet, j'ai aucune visibilité. J'ai beaucoup de souffrance parce que je vois que les clivages se renforcent en seulement peu de temps. Alors ils étaient certainement déjà existants, c'est une évidence. Comme on dit, on vit parfois côte à côte au pays. Mais là, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, ça a été très difficile à vivre. Et il y a eu beaucoup de fois où j'ai pleuré, quoi. J'ai vraiment, ça a été dur, quoi, honnêtement. Parce que moi, je travaille avec Calédocline dans une dynamique où on sait très bien les inégalités, les problématiques sociales et les problématiques environnementales, bien sûr, du pays. On fait le lien entre les deux pour justement essayer de créer de la citoyenneté, un esprit de communauté, du lien social depuis des années. On va dans des endroits où personne ne va, dans des squats que personne n'a jamais visités. Et on va aider justement à dépolluer, à gérer les déchets. On est en contact avec beaucoup de gens partout. On a fait de notre mieux. Et surtout, on a beaucoup de belles histoires à raconter, beaucoup de choses vécues qui nous ont amené à penser que même si c'est fragile, le vivre ensemble, c'est là, quoi. Et là, cette opposition franche au travers d'une violence qui a été déferlée, ça m'a beaucoup choqué. Vraiment, ça m'a beaucoup choqué parce que ça va à l'encontre de tout ce que je fais avec beaucoup de gens qui nous accompagnent dans une dynamique positive et constructive depuis des années. Mais en même temps, je suis surpris par le niveau de violence et en même temps, on avait le terreau fertile en Calédonie de ce qui se passe aujourd'hui avec des inégalités sociales qui sont importantes, des inégalités économiques également, bien sûr, qui sont associées. On a des problèmes d'addiction, des problèmes de violence qui sont importantes, et notamment auprès de la jeunesse, qui est extrêmement concernée. Il y a des études qui déjà, il y a 8 ans de cela, nous démontraient qu'il y avait une situation très préoccupante. Et on sait aujourd'hui qu'il n'y a peut-être pas eu suffisamment de moyens dans les politiques sociales en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on s'est beaucoup modernisé, on a vu beaucoup de beaux bâtiments se construire, on a eu beaucoup d'aménagements, mais c'est vrai que la politique sociale, elle est importante, ça doit être même le cœur de nos investissements aujourd'hui, à la fois en termes de temps, d'énergie, mais aussi en termes de finances, puisqu'on a un énorme besoin. Et je pense que la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi une crise sociale, en même temps qu'être une crise politique, de toute évidence. Comment ça s'est passé le soir même, le 13 mai et les jours qu'on suivi? T'étais où? T'as vu quoi? Moi, j'étais chez moi, j'étais cloîtré. Quand j'ai vu tout ça, forcément,
En fait, on a suivi ça de loin. Moi, je suis dans Magenta, donc on a suivi ça de loin parce qu'au départ, c'était vraiment les entreprises qui ont été extrêmement prises pour cible. Et je suivais, mais ce qui était très impressionnant, c'est qu'en étant sur les réseaux sociaux, on voyait de plus en plus de contenu et en fait de la destruction en permanence comme ça tout au long de la nuit. Et en fait, j'ai pas dormi tellement je regardais, mais ça brûle, là il y a ça, là il y a ça. Et en fait, c'est énormément d'informations d'un seul coup et on se dit, on comprend pas en fait au départ. On se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? On est vraiment dans un truc où on se dit mais ça nous tombe dessus quoi. Et, et après, forcément, les jours suivants, on se dit je peux pas reprendre le boulot. Je m'enferme chez moi clairement parce que je me dis mais en fait je comprends pas ce que je vis. C'est-à-dire que j'avais anticipé que politiquement la crise allait amener à un conflit, mais je l'avais pas envisagé de cette ampleur, vraiment honnêtement. Et là en fait, je me dis je sais pas ce qui se passe. Donc en fait je prends mes précautions, on arrête l'activité de l'assaut alors qu'on était en pleine préparation de plantation. Et je me dis, mais c'est quoi en fait? Et il y a plein de désinformations, il y a plein de conneries qui sont dites, pardon du terme, mais c'est ça. Et je me dis, faut attendre. Pour l'instant, j'ai pas les clés en fait pour lire ce qui se joue devant moi, quoi. C'est juste un paysage éclaté en puzzle et j'arrive pas à recoller les morceaux. Et je me dis, j'attends en fait. Et depuis, j'attends. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire, c'est qu'on sent que le conflit s'enlise. Et ça a été difficile. Au début, on comprenait pas. Maintenant, on comprend un petit peu mieux. On a des clés, en tout cas, pour mieux comprendre. Mais on voit pas bien où ça nous mène, quoi. Ouais. Et 5 semaines après le début de tout ça, quelle est ton analyse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses? La première chose, c'est ce que je pense et ce qui me touche profondément, c'est que il y a certaines personnes qui ont choisi la voie de la violence. Et c'est avant tout un énorme aveu d'échec sur la question du dialogue qu'on avait tenté de mettre en œuvre et dont on avait tracé le chemin finalement, parce que c'était ça l'objectif des accords, c'était maintenir la paix et puis tracer le chemin du dialogue, selon moi. Hein. Et ce dialogue, il a pas réussi à se faire, il n'a pas abouti. Et donc forcément, la violence est l'outil ultime pour parvenir à ses fins quand on n'arrive pas à mettre en œuvre un dialogue entre les personnes. Et c'est triste parce que la violence, elle amène que deux choses. Elle construit rien, la violence. Elle est dans la destruction et je pense que ce qui se joue devant nous le confirme chaque jour. Elle est dans la destruction du vivre ensemble, elle est dans la destruction du socle commun. Et puis surtout, elle va amener beaucoup de souffrance et surtout un esprit de vengeance. Et donc la violence s'entretient. Et elle fait durer cet esprit de vengeance, cette souffrance très longtemps. Et donc ce qui se passe maintenant va avoir des répercussions pendant longtemps. Et autant effectivement la destruction du système économique est très importante et forcément particulièrement anxiogène, notamment pour les gens qui vont chaque jour au travail en voulant construire le pays. Mais j'ai envie de dire, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est la question du vivre ensemble, la question de l'état d'esprit, le communautarisme qui va se renforcer et comment on va se regarder avec une certaine appréhension par la suite. Et ça, c'est dur parce que ça a déjà commencé. Moi, je le vois, je l'entends aussi. Tu as vu les attitudes, les gens changer en 5 semaines, en moins que ça d'ailleurs, en une semaine? C'est assez impressionnant, ce qui veut dire quand même qu'il y avait quelque chose de latent. Et c'est sûr qu'on aurait pu cheminer bien plus dans le vivre ensemble, ça c'est une évidence, il y a des choses qui ont été loupées. Mais c'est vrai qu'en 5 semaines, c'est impressionnant parce qu'on change de monde complètement. Quoi. Ouais. Ça a des relents de Covid un peu, mais en beaucoup plus violent et surtout un peu clivé, quoi. En plus pérenne. C'est-à-dire que le Covid, même si on ne savait pas où on allait, on savait qu'on allait se remettre. Là, c'est quand même quelque chose qui va s'inscrire sur du vraiment long terme, quoi, ou à minima moyen terme. Et ça, c'est dur à vivre parce que forcément, dans la crise, là, les gens, ils ont beaucoup de mal à se projeter, moi aussi. Et c'est un peu difficile d'être dans l'attentisme, on ne sait pas trop. Il n'y a aucune réponse politique qui est apportée aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Et là, on est dans le flou total, quoi.
Justement, l'asso Calédocline, elle dépend beaucoup des subventions et des partenariats privés, donations, j'imagine. Oui, nous enfin, comme tout le secteur associatif, hein, on dépend à la fois des subventions, mais aussi du mécénat, des appels à projets et des prestations qu'on peut réaliser. Mais ça, on peut le faire que dans un système économique qui est valide. Mais Et aujourd'hui, quelle perspective on vous donne Je te pose la question parce que le tissu associatif en Nouvelle-Calédonie, il est important. oui, ah ben, le tissu associatif en Calédonie, c'est le socle de tout ce qui touche au secteur social, au Mm. secteur de la précarité, du handicap, de l'accompagnement des personnes malades et bien sûr de l'environnement et aussi bien sûr la gestion des animaux et de bien-être animal. Mm. Donc en fait, le socle clairement de la société calédonienne, mais ça c'est pas propre à la Calédonie, Du repose vivre beaucoup ensemble. sur les assos. Le lien social, il y a énormément de choses qui sont créées. Les assos aujourd'hui sont aussi touchés que le secteur économique de manière générale. Bien sûr. Et il y a beaucoup d'assos qui ont été brûlés, Mm. beaucoup d'assos qui ont été détruites, saccagées, volées. Et il y a beaucoup d'associations qui ne savent pas du tout comment se relever. Et elles ont un service, elles assurent parfois un service public, un service d'intérêt général, qu'elles ne seront peut-être plus en mesure d'assurer par la suite. Et ça, c'est important parce que la réalité, c'est que les conséquences de tout ça, c'est que les inégalités qui étaient déjà fortes Ouais. vont potentiellement se renforcer. Moi, mon point de vue aujourd'hui, c'est que les exactions qui sont commises, elles ont été organisées. Donc les exactions sont organisées, mais par Mhm. contre, le projet pour la suite ne l'est pas du tout autant. Ouais. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire que effectivement, partir dans une révolution pour obtenir quelque chose, c'est important et certainement, certainement que certains voudraient le justifier. Mais la réalité, c'est que les conséquences de ne pas avoir de projet par la suite vont se payer lourdement parce qu'on ne peut pas simplement mener une révolution sans avoir structuré un projet. C'est une révolution? Ben, pour moi, je le vis comme ça. Mm. Et je pense que certains, y compris ceux qui commettent les exactions, le vivent comme ça. C'est une révolution. Là, on remet la société à zéro. En un mois, tout le système économique est tombé. Le socle social est tombé avec... En 7 jours. en- Oui, oui, enfin, oui, je veux dire, moi je dis en 6 semaines, enfin en un mois. Mais c'est vrai qu'il y a eu une semaine plus particulièrement qui a été très touchée. Mais comme tu disais, système à plat en quelques jours seulement. Et exactement. Et l'objectif, c'est de construire un nouveau système. Alors ça, je l'entends. C'est pas le problème. Moi, les révolutions, je suis pour la révolution, mais la révolution non violente. Mm. Moi, je suis le principe de Gandhi, qui est le plus gros indépendantiste du monde, mais qui est aussi Non violent. le plus gros non violent, en tout cas un des plus gros non violents. Et moi, je regrette aujourd'hui particulièrement que la violence soit si manifeste, mais surtout derrière les conséquences qu'elle va avoir. Parce que, encore une fois, là, on nous dit qu'il faut reconstruire. Il faut reconstruire, ok, mais autour de quel projet de société? Personne n'a de projet de société. Et ça s'explique parce que on a eu un référendum binaire au lieu d'avoir un référendum de projet. Mhm. Et en fait, ça a été une source de problème parce que, selon moi, une des choses qui a très largement contribué aux problématiques que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a eu un référendum qui a été extrêmement clivant, où chaque camp a eu l'impression d'avoir gagné parce que, en fait, on est à 50-50. Et sauf que la réalité, c'est qu'on aurait dû avoir des responsables politiques qui auraient dû se regarder droit dans les yeux et au lieu de dire c'est moi qui ai gagné ou c'est moi qui ai gagné, dire en fait là c'est un peu inquiétant parce qu'on a une population qui est extrêmement clivée, qui n'a pas du tout le même projet de vie en tête. Comment on fait pour verbaliser le fait qu'on ne recherche pas tous la même chose, et deux, par contre, il y a quand même des points de convergence sur lesquels il faut qu'on travaille. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a un clivage qui est énorme, qui s'est maintenu. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il y a opposition de plus en plus franche jusqu'au moment où il y a conflit. Mm. Et c'est un système qui est très logique, en fait. Oui, oui. Parce que on ne peut pas dialoguer si chacun est persuadé d'avoir eu raison, alors qu'il représente un clivage, en fait, très important. Le début des emmerdes, ça date du 4 novembre 2018. Non, parce que il y a aussi, bien sûr, cette crise sociale dont je parlais, qui est importante, c'est-à-dire que le socle, c'est le mal-être de la société calédonienne. Il y a un vrai mal-être en Calédonie qui est très important, qui est très inégalitaire, et du coup, c'est vrai que c'est important de le préciser. Tu le vois où, ça?
Mais dans les chiffres, dans les chiffres, ils sont très importants. Les chiffres sur la jeunesse, la moitié de la population calédonienne, elle a moins de 35 ans. La première cause de mortalité aujourd'hui, c'est mort avec un accident sur la route en état d'ivresse. La deuxième cause de mortalité sur cette tranche d'âge, c'est le suicide. Je veux dire, il y a des chiffres qui sont extrêmement importants, qu'on connaît depuis des années, et qui sont aussi le socle de mon engagement pour la société, parce que on comprend qu'il y a besoin. Alors après, chacun fait avec ses imperfections, mais tout le monde devrait agir sur ces problématiques-là, que ce soit dans les familles, bien sûr, où il y a eu trop d'absence et des structures familiales qui ont été éclatées. Et puis, bien sûr, à des niveaux comme à l'école, où il n'y a pas suffisamment de développement personnel, qui sont très importants, parce que développer l'intellect, le savoir, la culture, c'est important, mais se connaître soi, ça l'est tout autant. Bien sûr au niveau politique, parce que aujourd'hui, quand on connaît ces problématiques-là, encore une fois, faire des contrats d'aménagement pour avoir une ville qui paraît moderne, c'est essentiel, bien entendu, mais ça sert à rien d'avoir des bâtiments si on a des gens qui sont malheureux dedans. Et c'est ça le problème, c'est ça qui a été le socle, parce que oui, il y a un affrontement politique, mais il y a aussi une revendication qui est celle de dire on vit de manière très inégalitaire dans ce pays, et il faut l'entendre. Je dis toujours, les raisons ne constituent pas des excuses pour justifier la violence, parce que pour moi, elle ne se justifie pas et elle doit être condamnée dans tous les cas. Mais par contre, il faut les entendre, les raisons, parce que ça, c'est important. Il faut comprendre comment ne pas répéter cette violence, puisque de toute évidence, elle se répète, puisque nous, génération des accords qui pensions justement cheminer vers la paix, vers un vivre ensemble et vers un objectif commun. Les enfants de la paix. Oui, les enfants de la paix, on nous appelle, et la preuve en est, c'est que on est révolté de voir ce qui se passe, mais on est avant tout meurtri. On n'est pas juste en se disant, on a dans l'accusation ou dans le jugement, on est aussi dans la remise en question personnelle, dans c'est quoi ma place plus tard, qu'est-ce que je vais faire. Donc il y a des gens qui partent, et à ceux-là, on leur en veut. Je vois qu'on juge ceux qui partent. Chacun choisit son engagement et son désengagement. Ceux qui restent, par contre, devront aussi se dire où est ma place, comment je la reconstruis. Les cartes sont rebattues complètement. Et en fait, trouver sa place, ça va être aussi forcément une forme d'engagement, parce que reconstruire, ça va nécessiter que tout le monde y aille. Et j'ai envie de dire, tout le monde y aille franchement. Il y a aussi clairement une réponse politique qui doit être apportée. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ceux qui disent c'est toujours de la faute des politiques, parce que c'est très facile. On porte tous aussi la solution en nous. Mais je veux dire, à un moment donné, si les politiques ne se rassemblent pas pour nous donner un projet qui est consensuel et dans lequel on va avoir envie, avec espoir, de réinvestir du temps, de l'énergie et du savoir-faire pour pouvoir construire. Alors certains disent reconstruire, moi je dirais construire peut-être un nouveau projet qui permettrait à tout le monde de se reconnaître et de s'investir. Il faut effectivement qu'on nous propose quelque chose. Ou alors, il faudrait justement qu'on crée une commission qui permette aux citoyens de co-construire avec les politiques. Parce que les politiques ont beaucoup fait entre eux. Alors oui, il y a de la consultation et compagnie. Enfin, nous, les citoyens, on a peut-être des choses qui permettraient aussi d'être des clés, des repères, qui permettront de construire aussi le futur accord ou le futur projet pays, peu importe ce qui viendra. Mais c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on a besoin de consulter aussi les citoyens calédoniens dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que les politiques, quand ils font entre eux, ils n'arrivent pas à se mettre en dialogue. Mais nous, on arrive bien à se mettre en dialogue. Mais est-ce que c'est pas non plus sur la fin d'un système politique qui a prouvé que justement il était arrivé en bout de course ? C'est sûr que le problème du système binaire où chacun campe sur ses positions, ça marche pas, ça on le sait. Je veux dire, l'ensemble des personnes qui ont vécu ces 30 années de paix avec les accords, le truc qui nous a le plus pourri la vie, c'est oui ou non à l'indépendance, oui ou non à la France. Et en fait, le problème, c'est qu'il fallait créer le lien, il fallait une voie du milieu. Cette voie du milieu, elle a été écartée. Ceux qui la représentaient n'ont pas su convaincre. Et pour autant, peut-être qu'il y avait quand même des choses à prendre, parce qu'on voit bien, c'est logique en même temps. Quand il y a deux camps qui campent sur leur position,
Mais il y a forcément, encore une fois, affrontement, il y a forcément violence, il n'y a pas de dialogue, quoi. C'est logique. Toi, tu as le droit de voter. Oui. Oui, j'ai le droit de voter. Donc, tu es citoyen calédonien. Oui, mais alors ça, c'est pareil. Je mais comprends. j'ai même pas à te poser la question, que tu sais où je veux t'emmener. Mais bien sûr. Non, mais le droit de vote, je comprends que c'est essentiel. Quand on contribue à une société, on a besoin de voter parce que la démocratie, elle s'exprime par le vote aussi. Je veux dire, si on fait partie d'un groupe mais qu'on n'a jamais le droit de décider avec ce groupe, au début, c'est entendable parce qu'on vient de débarquer. Mais quand ça fait un moment, effectivement, on se dit, mais attendez, en fait, moi, j'ai jamais le droit de vote, donc c'est toujours d'autres gens qui décident pour moi. En même temps, la démocratie représentative, c'est aussi d'autres gens qui décident pour toi, malgré tout. Hein. Mais le vote, c'est essentiel, je vois bien, pour beaucoup de gens. Je comprends. Mais il y a d'autres choses qui doivent nous rattacher à la société. Je veux dire, aujourd'hui, on peut très bien être dans une société sans droit de vote et pour autant appartenir à une société, à une communauté. C'est peut-être un peu philosophique, mais tout n'est pas lié à la politique. Je veux dire, se sentir grandir au milieu d'océaniens avec des repères océaniens et grandir avec une société où justement multiculturelle, où on construit ensemble, où on a fait des choses ensemble, on a des souvenirs collectifs, où on a des engagements aussi collectifs, et ben c'est aussi une manière de faire partie de la société. Alors oui, on n'a pas le droit, certains n'ont pas le droit de vote, mais est-ce qu'ils n'ont pas eu bien d'autres manières d'influencer la société calédonienne, d'y contribuer et de participer et d'y participer activement? Si. Mais encore une fois, moi, je reste persuadé que la question du dégel, ça n'a jamais été le vrai combat. Ça a été un outil. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui se sont servis du dégel comme prétexte pour pouvoir mener une révolution dans l'objectif d'obtenir ce qu'ils ont trop attendu. Et c'est ça la réalité. Parce que le dégel, il aurait sauté avec un nouvel accord. Il n'aurait été que passager, ce dégel. Donc s'il y avait eu un nouvel accord, on aurait redéfini des règles de société avec un nouveau projet de société. Donc le dégel a été, pour moi, selon moi, c'est très personnel, mais c'est mon analyse, un prétexte qui a permis de lancer une révolution pour être sûr que ce qu'on a trop attendu arriverait. Et je parle bien sûr d'une indépendance kanak socialiste. Et c'est un choix qu'il faut assumer, bien sûr, et qui est assumé, je pense. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la population, forcément, qui ne se reconnaît pas forcément dans la méthode, et qui surtout est inquiète parce qu'elle ne voit pas le projet qui arrive derrière, eh ben, elle est pas solidaire, pas forcément, et elle se sent même un peu trahie, et aussi, elle subit tout ce qui se passe. Alors que si, par exemple, on avait construit un projet de société, même y compris un projet dans l'indépendance, hein, s'il y avait eu un projet clair qui avait été exprimé, je pense que par le vote, par la démocratie, les choses seraient arrivées bien mieux. Je vais dire quelque chose qui va paraître, qui va peut-être me valoir d'avoir des ennemis certainement, mais je veux dire, je pense que le projet n'a pas été suffisamment construit. Selon moi, qui ne suis pas du tout forcément opposé à l'indépendance, parce que je ne suis pas forcément partisan ni des loyalistes ni des indépendantistes. Je peux admettre qu'on peut faire une indépendance association avec la France, rester dans la France. Pourquoi tous les gens qu'on reçoit ne sont ni indépendantistes ni loyalistes? Mais parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de projet. L'indépendance, c'est... Voilà, moi, mon point de vue. Hein. Encore une fois, je vais me faire exploser, mais... Mon point de vue de l'indépendance, et j'ai fait les congrès du FNKS. En 2018, j'y étais à l'université, c'était blindé de monde, on s'est croisés. Il n'y avait pas de projet. Il n'y avait pas de projet exprimé clairement. Il y a plein de choses qu'on a besoin de comprendre, et ces choses-là, elles n'étaient pas exprimées clairement. Le système économique, la nationalité, la gouvernance, toutes ces choses-là, elles n'étaient pas exprimées. Donc en gros, pour moi, c'est un candidat qui vient, qui dit « vote pour moi, et je t'assure, après, je te prépare un programme ». Personne ne fait ça, ça n'existe pas, on ne peut pas faire ça. À côté de ça, on a les loyalistes qui ont dit « ici, on veut que ça continue, on reste français, on change rien, et la France continue de nous payer, de nous aider à nous autonomiser ». C'est aussi pas entendable parce qu'il y a une partie de la population qui veut un changement réel de ce qu'elle est en train de vivre parce qu'elle voit aussi les limites du système dans lequel on vit. Et donc en fait, il y a plein de gens, effectivement, qui pourraient être pro-indépendantistes ou qui pourraient être pour un maintien plus important dans la France, pourquoi pas,
mais il n'y a personne qui a réussi à convaincre avec le projet. La preuve en est, c'est que 50-50, bah, c'est divisé. Il y a des gens qui ont peur de l'indépendance, mais je suis certain que si on leur présentait un projet convenable, ils y adhéreraient. Il y a des gens qui veulent rester dans la France, mais c'est uniquement pour des raisons économiques, et donc selon moi, qui sont pas des bonnes raisons, parce que, je veux dire, une identité, c'est pas simplement un socle économique, c'est bien autre chose. Et donc, ça me surprend pas que les gens ne se soient pas forcément toujours franchement positionnés, parce que moi, par exemple, c'est mon cas. Et c'est pas parce que je suis un lâche, c'est parce que, à un moment donné, je n'ai pas trouvé de projet qui me convenait. Et c'est dommage. Et ça aussi, c'est un aveu d'échec. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que la violence que je vois aujourd'hui et les répercussions que je pressens, eh ben, en termes de projet, ça va être compliqué. Parce que, encore une fois, il y a plein de choses qui expliquent la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais cela dit, ce qui se passe, c'est hyper grave et ça va avoir des conséquences, encore une fois, qui vont être tellement terribles que même si demain on parvient à trouver un projet, il va vraiment falloir que les gens soient très proactifs. On a devoir de faire société et de toute façon, même avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, et même si demain la crise elle empire ou qu'il y a d'autres crises qui se pointent, c'est inévitable. Les gens doivent faire société ensemble, partout sur la planète. En fait, le vivre ensemble et le destin commun, qui sont de belles phrases avec lesquelles on a grandi, c'est comme l'écologie. C'est pas juste un point de vue, c'est une obligation parce que on doit vivre avec les écosystèmes et avec l'intégralité des différentes cultures et identités de la planète. Donc de toute façon, c'est pas un point de vue, c'est une obligation. Après, les modalités, à nous d'en décider et de les mener à bien. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. Les accords, pour moi, ils ont été essentiels. Ils sont importants, ils placent bien les choses et il y a des gestes qui ont été faits. Mais il y a aussi quelque chose qu'on doit aborder, c'est comment on sort du statut de victime. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, ce qui définit la citoyenneté calédonienne, c'est les Kanaks victimes de la colonisation, qui ont été reconnus comme étant le peuple premier qui a le droit à sa souveraineté. Les autres sont victimes de l'histoire, ce qui est mon statut. Et donc, en fait, on est victime de colonisation, victime de l'histoire. Et selon moi, il va falloir qu'on travaille à sortir du statut de victime, parce que quand on enferme les gens dans un statut de victime, on les empêche de s'approprier leur propre pouvoir et c'est aussi une façon de limiter la souveraineté. Parce que quand on te cadre dans ce statut de victime, eh ben tu restes une victime et tu penses comme une victime et il y a vraiment une partie de ton être qui est enfermée dans ce statut. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas reconnaître les faits et c'est aussi ce en quoi les accords ont été importants, essentiels. C'est reconnaître les méfaits de la colonisation, clairement. Et c'est aussi des méfaits pour nous, parce que forcément, on doit faire société, nous qui sommes les descendants de gens qui sont arrivés après. Et on doit faire société avec des gens qui ont été profondément meurtris, au même titre que nous. Ok, reconnaissons notre mal-être, toutes nos difficultés, et travaillons ensemble en dialogue. Et j'ai le sentiment que les citoyens y parviennent beaucoup plus dans leur quotidien que dans les sphères politiques, où là, des positions sont beaucoup plus tranchées, et où, du coup, on a beaucoup plus de difficultés à établir le dialogue. Pour moi, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une assemblée citoyenne qui soit créée pour pouvoir être consultée, et aussi pouvoir être suffisamment représentative, de sorte à donner des impressions fortes des citoyens, de sorte à constituer quelque chose qui soit suffisamment consensuel. On a bien vu les limites aussi de la démocratie représentative, où aujourd'hui nos politiques ont pas su se mettre en dialogue, et peut-être que si les citoyens avaient contribué également, il y aurait peut-être eu des éléments supplémentaires et peut-être une fin différente aussi. Et c'est vrai que la démocratie indirecte c'est bien, mais une assemblée citoyenne qui siège avec des politiques et qui contribue elle aussi à définir le projet global, pour moi ce serait absolument essentiel. C'est-à-dire que je me sentirais bien mal à l'aise de devoir exprimer ce qui est, selon moi, le modèle de société tout seul. Je pense qu'il faudrait qu'on y parvienne tous ensemble. Mon opinion personnelle ne doit pas éclipser ce que la population a à exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie démocratie, c'est dire les gens, en dehors des élus qui les représentent, et parfois pas toujours avec efficience, derrière, ils peuvent aussi se représenter eux-mêmes avec une assemblée citoyenne qui permettrait de pouvoir donner en direct des éléments qui peuvent être des éléments qu'on n'aurait pas forcément identifiés. Donc faire beaucoup plus participer la société civile. Ça, oui, voilà. Pour plusieurs raisons. Déjà, ça va créer plus d'adhésion.
Ça va donner plus de forme aux choses. Ce qui définit une société, c'est l'état d'esprit de sa population. Vous prenez une population qui a énormément souffert et qui ne guérit pas de ses blessures. Elle va reproduire la violence, elle va reproduire l'affrontement, elle va encore souffrir et elle va encore s'enfermer dans le cycle de la violence. Mais si cette population, elle définit un nouveau mode de vie, un état d'esprit, elle va être constructive, positive et elle va être beaucoup plus résiliente pour affronter les difficultés qui vont se présenter à elle. Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, le vivre ensemble, c'est pas un point de vue, c'est pas une opinion. Le vivre ensemble, c'est une obligation et c'est vrai à notre échelle toute petite de la Nouvelle-Calédonie, comme dans toutes les grandes nations du monde. L'ensemble des différentes ethnies et identités, elles ont obligation de faire société ensemble. Et donc la seule chose qui leur incombe, c'est définir les modalités qui le permettent. Thibaut Bizien, merci. Top.